Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en ligne. Moi, je suis ravie de partager cette deuxième partie de Convergence avec vous. Je suis Natacha Felous et je vais avoir le plaisir d'animer cette deuxième table ronde. Alors, vous l'avez entendu et réentendu, droit dans le mur évidemment, et Michel Chevalet l'a dit tout à l'heure, Paris va ressembler à Séville, ça peut paraître romantique, ça ne l'est pas du tout, selon une étude prospective réalisée pour la mairie de Paris, une étude qui a été dévoilée là, il y a juste 2 jours. La surchauffe urbaine va prendre le pas. Dans un peu plus de 60 ans, Paris connaîtra 35 nuits tropicales. Aujourd'hui, nous en sommes à 5. Mais évidemment, Paris n'est pas la France. Cet été, en juin, évidemment, ça ne vous a pas échappé, en à peine 15 jours, les assureurs ont recensé 235 000 sinistres en 15 jours. Évidemment, sur certains départements, sinistres provoqués par des tornades, des grêlons et autres précipitations. Et justement, c'est ce que je vous propose d'approfondir aujourd'hui avec nos invités, les connaissances autour de 3 risques majeurs: les inondations, les événements météorologiques de type gel, grêle et tempête, et la sécheresse. Je vous propose d'accueillir Christelle Ebner. Bonjour Christelle Ebner. Vous dirigez l'Observatoire et évaluation des risques des procédés innovants à l'Agence Qualité Construction. L'AQC est une association d'intérêt général, je le rappelle, qui regroupe les organisations professionnelles de la construction autour d'une mission qui est de prévenir les désordres dans le bâtiment et d'améliorer la qualité de la construction. Serge Briand, bonjour maître. Vous êtes avocat au barreau de Paris et médiateur. Médiateur, c'est une fonction qui vous tient à cœur. On va y revenir. Bonjour Hervé Durand. Vous êtes expert environnement, ingénieur hydrogéologue chez XI Group au sein de CPA Expert. Alors les sinistres, notamment liés aux pollutions et à l'environnement, n'ont presque plus de secret pour vous. Vous nous en parlerez. Éric Petitpas, bonjour. Vous êtes conseiller à la mission risque naturel, membre honoraire de l'AQC, dont je viens de parler. La MRN est un groupement technique qui est unique en son genre, en tout cas en Europe. Elle a été créée il y a 20 ans par vous, par les assureurs. Et sa vocation est de mieux connaître les risques naturels et d'apporter une contribution technique aux politiques de prévention. Allez, on passe maintenant au débat avec vous, tout de suite, Éric Petitpas. En quelques chiffres et faits, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement à quoi sont confrontés les assureurs face aux inondations, aux tempêtes et aux sécheresses? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, a priori, il doit y avoir un slide qui accompagne le propos pour illustrer les chiffres. Je dirais que je me base sur une étude qui a été faite par la Fédération française de l'assurance en 2015 à l'occasion de la COP 21. Et donc ces chiffres regardent ce qui s'est passé en matière de catastrophes naturelles et risques climatiques sur la période 1988-2013, donc en vue de l'étude 2015, et a fait une projection à l'horizon 2040 sur les chiffres, les perspectives entre donc 2015 et 2040. Donc on voit que sur la période, les 25 premières années, 88-2013, on a un coût chiffré de 48 milliards d'euros de dommages en tout genre, et qui se répartissent, je dirais, à peu près à moitié-moitié entre tempête, grêle et neige d'un côté et régime catastrophe naturelle de l'autre, donc parties à peu près équivalentes, qui sont toujours le cas aujourd'hui, et avec en matière de catastrophe naturelle une répartition à 1/3 entre la sécheresse d'un côté et les inondations de l'autre pour les événements majeurs. Donc la perspective, effectivement, elle n'est pas très réjouissante. Ça donne la hauteur du mur, puisque c'est le sujet de référence aujourd'hui. Donc la perspective à l'horizon 2040, c'est quasiment un doublement, je dirais, des chiffres de dommages. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, le doublement n'est pas constant, enfin, il n'est pas le même pour tous les aléas. La tempête, il y a une augmentation évaluée de 40%.
Les inondations, c'est plus que doublé. Et la sécheresse, qu'on évoquait tout à l'heure, on est à 2,6. À l'allure où on va, ça risque de faire plus. Eric Petitpas, la CPR a évalué le coût des sinistres qui pourrait être multiplié par 5 à 6 dans certains départements français. Oui, c'est possible. Alors après, c'est pas homogène en termes finalement d'exposition régionale. Et puis, je dirais que le facteur climatique est un des éléments de la composante de la quasi-multiplication par 2 des chiffres, je dirais, en sachant qu'il y a à 40%, c'est effectivement l'impact du changement climatique. Pour 40%, il y a aussi le fait que les valeurs assurées sont beaucoup plus importantes au fur et à mesure que, je dirais, le temps passe. Et donc, effectivement, on n'a pas la même chose dans son habitat aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc, à chaque fois qu'il y a un dommage, il y en a d'autant plus à indemniser. Et puis, il y a un effet un peu, entre guillemets, grégaire ou d'effet des populations. C'est-à-dire qu'on aime bien le risque, apparemment. Donc, on va plutôt se mettre sur les franges côtières. Il y a quand même beaucoup de migration au niveau, je dirais, national, où beaucoup de gens vont vers les franges côtières. Et ces franges côtières sont éventuellement plus exposées, ou quand on fait un lotissement, on le met a priori là où il y a de la place, et ce n'est pas forcément une bonne place. Ça peut être effectivement une place qui jusque-là n'avait pas été construite pour de bonnes raisons. Donc, je dirais globalement, il y a aussi ces facteurs, je dirais, d'appétence au risque qui font, ou d'exposition, qui font qu'on accroît l'exposition. Alors, simplement pour conclure sur le chapitre, l'étude est aujourd'hui à l'horizon 2040. Donc, pour vous faire plaisir à ce groupe Convergence, la FFA est en train de mettre à jour l'étude à l'horizon 2050. Enfin, c'est surtout peut-être pour la COP26, à vrai dire. Et donc, je dirais que l'étude est en cours d'actualisation et va faire l'objet d'une nouvelle publication dans les semaines qui viennent pour justement son actualisation en 2021 à l'horizon 2050. On s'attend encore au pire ? Non. On s'attend au pire encore. Ah bah ça, oui, je pense pas qu'on va continuer n'a pas de miracle à annoncer. Le mur va pas baisser. C'est ça, pas de fissure dans le mur pour l'instant. Hervé Durand, vous avez plusieurs exemples à nous montrer, encore une fois en images, pour illustrer parfois les facteurs aggravants que vous constatez le plus. Donc j'ai pris quelques slides. Donc tout le monde a connaissance du blocage de l'autoroute A9. Donc vous voyez les belles images qui ont été prises du pont. Sur la deuxième vidéo, vous voyez le pont en temps normal et où l'autoroute s'est transformée en rivière. Et si vous regardez sur la photo du haut, vous voyez à droite ce que j'ai mis sur la photo ici, le petit ruisseau qui doit faire 1 mètre de large et qui a une buse qui passe sur l'autoroute. Et bien évidemment, cette buse n'a pas été à l'époque dimensionnée pour accueillir ce débit où la rivière s'est transformée en autoroute. Voilà, donc je vous ai mis aussi quelques exemples, ça reprenait ce que disait M. Chevalet tout à l'heure. Donc là, on a construit un nouvel hôpital de Carcassonne dans une zone inondable et il a été inondé simplement parce que le bassin de rétention n'a pas été capable de contenir toute l'eau de pluie. Voilà. Ensuite, quelques exemples avec des voitures empilées, un pont, dommage à la fois aux biens, mais dommage aussi également aux constructions, avec des réflexions à avoir sur le référentiel, notamment en termes de pluie, en termes de sécheresse, par rapport à ça. Pour ce qui est du régime de la CatNat, donc tout le monde connaît le principe de retrait et gonflement des argiles. Et on verra plus tard que des graphes montrent que les zones qui vont être impactées par le retrait et le gonflement sont en extension très importante. Juste Hervé, pour ceux peut-être qui nous suivent aussi en ligne, juste précisant en quelques mots la notion de retrait et gonflement, s'il vous plaît. Oui, retrait et gonflement, c'est-à-dire que dans les zones où vous avez de l'argile, si on remonte, dès lors qu'il y a du soleil, donc on voit au-dessus, dessiccation, l'argile donc se rétracte, ça crée des fissures. Et dès lors que vous avez une maison qui est moyennement bien construite ou avec une étude de sol qui a été incomplète, dès lors qu'il y a de l'eau, ça va gonfler et la structure ne va pas tenir. Nous, comme experts, on constate très souvent qu'il y a des défaillances d'études de sol incomplètes, et également, on en discutait avec Eric Petitpas l'autre jour, bien évidemment des problèmes de construction où on a un niveau d'ancrage qui est trop faible ou des problèmes de liaison entre la superstructure et les fondations. Voilà, le dernier exemple, c'était sur des catastrophes avec des jolies images de grêlons qui ont dévasté la vigne. Et donc, ce que a dit M. Chevalet, c'est-à-dire que le climat des années 2000, des années 90, on ne l'aura plus. On ne l'aura plus parce qu'on a trop stocké de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, le climat va évoluer avec une augmentation de l'ampleur des phénomènes et de la fréquence des phénomènes.
Merci, c'est extrêmement clair en images et en mots. Éric Petitpas, est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement les mécanismes de calcul de l'indemnité CatNat pour que tout le monde soit au fait? Bien, alors, on parle de CatNat, mais comme on avait vu sur le graphique tout à l'heure, il y a deux parties. Il y a une partie tempête, grêle, neige, qui n'est pas du régime CatNat, et une partie CatNat. Et on voit que les montants en jeu, que ce soit sur la période 88-2015 ou que ce soit aujourd'hui, je dirais la répartition moitié-moitié entre les deux régimes est toujours la même pour l'instant. Et donc, en matière de garantie tempête, grêle, neige, je dirais que les garanties portent donc sur les effets du vent sur le bâtiment, sur les effets de la grêle, donc généralement c'est des perforations de volets ou la casse de tuiles ou d'éléments de couverture, des choses comme ça. Et puis le poids de la neige, la garantie du poids de la neige, donc éventuellement l'effondrement d'un bâtiment sous le poids de la neige. Ces garanties-là, ce sont des garanties, entre guillemets, qui gèrent comme des garanties contractuelles habituelles, c'est-à-dire que, a priori, dès que l'événement survient, avec un peu de chance, votre assureur vous a même envoyé un SMS pour vous dire attention, il y a une tempête, si vous voulez, donc il n'est pas surpris que vous l'appeliez pour que vous lui disiez que votre cheminée est tombée sur la toiture. A priori, il se doutait que ça pouvait se produire, quoi, voilà. Et donc, il y a effectivement vérification, entre guillemets, du lien de causalité entre les dommages et le fait à l'origine, l'aléa à l'origine du problème, et le calcul de l'indemnité se fait donc, comme on le fait habituellement dans tous les sinistres, qu'ils soient CatNat ou pas. Pour la CatNat, le mécanisme est un peu plus compliqué. Avant de calculer l'indemnité, il faut déjà savoir s'il y a une garantie. Et donc, a priori, il y a un certain nombre déjà de périls qui sont dénommés dans le régime CatNat. Et donc, par exemple, le séisme, le cyclone, le retrait-gonflement des argiles, les cavités, les effondrements de carrières, par exemple, ou de cavités, enfin les mouvements de terrain en général, les éboulements rocheux, ce sont des périls qui font partie et qui sont pris en charge au titre d'une garantie catastrophe naturelle. Donc ça, c'est déjà le premier point. Il y a les aléas qui sont visés. À la suite de ça, les victimes, qui sont victimes éventuellement par exemple de fissuration dans une maison, vont remonter le fait à leur mairie pour que la mairie instruise une demande de reconnaissance CatNat qui passe de la mairie à la préfecture, de la préfecture au ministère de l'Intérieur, suivant le nombre de départements et le nombre de communes par département. Et à partir de là, le ministère de l'Intérieur instruit une commission interministérielle qui se réunit à peu près une fois par mois en moyenne annuelle, sauf événements exceptionnels où il y a éventuellement une fréquence plus serrée, mais une fois par mois. Et c'est la commission interministérielle qui, selon les critères, détermine s'il y a reconnaissance ou non reconnaissance. Et donc la décision de connaissance ou de non reconnaissance de l'aléa pour la commune en question, j'irai publier au journal officiel de la République française, et donc chacun est informé du sort de la commune vis-à-vis de cet aléa. À partir de là, le mécanisme de la garantie est ouvert. Si la garantie, s'il y a reconnaissance de l'aléa, si l'arrêté ministériel reconnaît le phénomène, à ce moment-là, le mécanisme de la garantie est ouvert. Et on retombe dans un système classique où, étant donné, je dirais, en général, les montants, les coûts moyens, l'inondation, c'est de l'ordre de 10 000 euros le sinistre, ainsi de suite. La sécheresse, 10 000 euros le le double. sinistre. En moyenne nationale sur 15 ans, quoi. Je dirais, en sécheresse, on est au double. En sismique, on est encore à plus. Donc je dirais globalement, en général, il y a justement nos amis experts qui vont sur les terrains, qui sont missionnés par les compagnies pour aller apprécier, je dirais, d'abord le lien de causalité entre les dommages constatés et le phénomène générateur, parce qu'il faut quand même revérifier qu'on est bien dans le cas évoqué. Et puis ensuite de ça, ils font habituellement une évaluation des dommages, un chiffrage, et c'est à partir du chiffrage qui a été construit par l'expert que l'expert remet son rapport à la compagnie et que la compagnie propose une indemnité à l'assuré. Voilà, donc rapidement, effectivement, l'assureur derrière applique, propose une indemnité avec, dans les modalités du contrat, donc notamment une franchise CatNat, par exemple, qui est imposée par le régime CatNat, qui est légal et obligatoire. Donc elle ne peut pas être achetée et elle n'est pas variable, elle dépend. Enfin, elle peut être variable parce qu'il y a un phénomène multiplicateur en plus, donc il peut être multiplié par 2, 3 ou 4, mais je dirais globalement, tout est fixé légalement et ça n'est pas à la main de l'assureur.
Merci pour ces très précisions. rapidement sur le sujet. Hervé Durand nous a montré, vous l'avez vu, des photos de catastrophes sur des cultures. Les viticulteurs, les agriculteurs, on l'a vu, ont beaucoup souffert. Est-ce qu'ils sont, Éric Petitpas, assez couverts aujourd'hui ? Je connais moins le sujet agricole. Par contre, il y a effectivement deux régimes. Il y a le régime des calamités agricoles, qui sont, là, a priori, c'est un phénomène qui est effectivement un peu l'équivalent du régime des catastrophes naturelles et qui sont instruits par le ministère de l'Agriculture, qui publie des arrêtés de reconnaissance de calamités agricoles, donc qui a priori indemnisent les victimes par département et par commune, suivant des modalités qui ressemblent un peu à l'arrêté CatNat, ou à peu près équivalent. Et puis il y a effectivement des garanties contractuelles de récolte, donc sur les récoltes, donc qui visent essentiellement la grêle, le gel et ainsi de suite, et pour lesquelles là c'est une démarche volontaire des assurés, enfin autrement dit des agriculteurs. Et là pour l'instant la couverture est loin d'être, il n'y a pas de mutualité entre guillemets au même titre que le régime CatNat qui concerne tout le monde. Donc là pour l'instant il n'y a que les assureurs qui décident de faire la démarche qui s'assurent. D'accord. Donc on peut présager que la couverture n'est Alors pas maximale. Voilà, la couverture n'est pas maximale, mais je sais qu'il y a des négociations en cours actuellement que je ne connais pas dans le détail, mais je sais que le sujet est en cours de réflexion pour justement améliorer la couverture de ces professionnels. Parlons un peu plus sous l'angle du droit, Serge Briand. Comment le régime légal, dont vient de parler Éric Petitpas, des catastrophes naturelles, qui est, je crois, encadré par la loi de juillet 1982, comment a-t-il évolué dans le temps ? Et notamment face aux risques. Alors, en premier lieu, je tiens à vous dire que je pense que c'est le droit qui va nous sauver. Parce que le fondement quand même de cette solidarité que l'on trouve à la fois dans le régime de catastrophe naturelle et à la fois dans le régime de calamité agricole, il a un fondement constitutionnel. C'est tout simplement visé dans le préambule de la Constitution de 1946, au terme duquel on se doit la solidarité nationale, notamment au titre des catastrophes naturelles. Donc on a un socle juridique solide, et donc je pense que par rapport à ce que l'on a évoqué tout à l'heure, la disparition du régime CatNat et la disparition des régimes de solidarité nationale au titre des catastrophes, pour moi, il me semble difficile de le faire disparaître sans réformer la Constitution. Mais bon, pour l'instant, les choses sont telles qu'elles sont. Le régime tel qu'il est aujourd'hui, on vous l'a dit, date de 1982. Bon, c'est une législation un petit peu complexe parce que c'est comme on sait faire en France, on adore, on fait du pointillisme législatif, c'est-à-dire qu'on vous met un petit bout dans une loi sécurité, on vous met un petit bout dans une loi Barnier, on vous en remet un autre petit bout dans une autre loi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce régime législatif qui est éprouvé, on sait que ça fonctionne quand même, mais il a été élaboré par pointillisme. Mais c'est assez logique, puisque quand on prend en considération la problématique de catastrophes naturelles, et à la fois pour les calamités agricoles, c'est la même chose, on voit bien que ça exige de la pluridisciplinarité, puisqu'il faut coordonner tous les services de l'État. C'est pas un hasard si, comme le disait tout à l'heure Monsieur Petitpas, l'arrêté qui est pris au titre de la catastrophe naturelle, c'est un arrêté interministériel. C'est bien à cause de ça, parce qu'on a besoin d'avoir des recoupements interministériels. Et le sujet qui moi, m'intéresse, au-delà du fait que je pense que ce régime est solide, c'est que déjà, il y a cette protection légale, donc c'est un régime légal, imposé par la loi, que vous trouverez dans les contrats sous la forme de clauses types, on ne peut pas y déroger, ce sont des clauses types. Et puis il y a un autre sujet qui est quand même intéressant, qui a donné lieu au contentieux, c'est justement ces arrêtés. La question était celle de savoir si à partir du moment où l'arrêté a été pris, est-ce que vous pouvez le contester ou pas? C'était quand même une vraie question, parce qu'il y a des enjeux. On a déjà vu des choses un petit peu bizarres, du type un sinistre, une catastrophe naturelle dans le lit d'un ruisseau, une rive dans l'arrêté et pas l'autre. Vous voyez, donc c'est arrivé. Donc heureusement le juge fait son office et on a la capacité et la possibilité d'aller saisir le juge administratif pour aller contester ces avis de classement pour se voir reconnaître nos droits, puisque pour pouvoir bénéficier, comme l'a expliqué Éric Petitpas, de la couverture assurantielle, il faut rentrer dans le cadre légal et réglementaire de l'arrêté de catastrophe naturelle. Donc c'est un régime qui va plutôt pas mal.
avec un garde-fou sérieux qui est le contrôle du juge. Alors juste un petit mot, l'objet de la commission ou des commissions, puisqu'il y en a une, c'est un fonds, c'est pas tout à fait la même chose pour les calamités, les calamités naturelles, les calamités agricoles. L'objet de l'avis qui est rendu au ministre, c'est simplement le fait de savoir si l'événement qui est survenu a un caractère anormal ou non. Voilà. Donc, est-ce que ce caractère est normal ou anormal ? Évidemment, si on est dans le cadre de la normalité, on rentre dans le régime CatNat, et dans le cas contraire, on n'y rentre pas. Voilà. Donc, il y a quelques garde-fous pour quand même assurer l'absence d'arbitraire dans la prise de décision des arrêtés de catastrophes naturelles et également pour les calamités agricoles. Voilà, en deux mots. Il y a aussi beaucoup plus de technicité. Est-ce que ça veut dire que le juge devient un technicien ? Alors non, la mission du juge, c'est pas un technicien, et il le rappelle assez souvent. Il l'a rappelé notamment à l'occasion de la condamnation de la France là, pour le retard, l'amende qu'on a eue il n'y a pas très très longtemps prononcée par le Conseil d'État. Il rappelait bien que le juge n'est pas un technicien, le juge applique le droit. Et c'est pour ça que j'étais content qu'il y ait tout à l'heure un représentant du Parlement, des députés, parce que plus la réglementation est claire, plus l'office du juge est simple. Mais je comprends qu'avec la sédimentation réglementaire qui nous attend, puisque je vois bien qu'il y a des attentes de réglementation sur des solutions futures, je ne suis pas certain que ça va simplifier les choses. Mais l'avantage, c'est que nous, les avocats, on aura plus de boulot. Donc, tant mieux pour vous. Christelle Ebner, prenez le micro. Donc, l'Observatoire a établi des liens entre certains sinistres et des aléas qui sont dus au changement climatique. C'est-à-dire, vous pouvez nous dire quelques mots de ces liens ? Oui, donc on s'aperçoit qu'on a des sinistres, donc certainement suite à des aléas climatiques qui ne sont pas déclarés donc, au régime de la CatNat, mais dans le cadre de la dommage ouvrage. Donc effectivement, nous on a un observatoire qui remonte la sinistralité prise en charge par la garantie dommage ouvrage. C'est un observatoire qui est alimenté par les experts construction. Et en fait, on a croisé ces données avec les données de la MRN. Donc quand on croise les données de la déclaration de sinistre, donc à un moment donné, à une date donnée et sur une localisation donnée, et qu'on croise avec les aléas climatiques, on se rend compte qu'effectivement, au niveau des déclarations de sinistre sur les fondations, on a quand même une augmentation de la sinistralité sur les périodes de septembre-octobre, donc après les épisodes de sécheresse, et donc dans les communes qui correspondent aux zones argileuses moyennes et fortes, donc en comparaison avec la carte du BRGM. Et puis de même pour des sinistres d'étanchéité, quand on croise les données de la même façon, on se rend compte également qu'on a une augmentation des sinistres suite à une période d'inondation ou de tempête, donc déclarée dans le cadre de la dommage ouvrage. Cause et effet. Est-ce que les constructions neuves, on a cité les constructions neuves lors de la première table ronde, est-ce qu'elles sont exemptées de catastrophes naturelles ? Non, c'est au contraire à ce moment-là qu'il faut s'en préoccuper. Je dirais c'est avant la construction, c'est prendre en compte les risques du terrain. Quand vous choisissez un endroit pour construire, il y a plein de questions à se poser le plus en amont possible. C'est est-ce qu'on est en zone inondable, est-ce qu'on est en zone de sécheresse, quelle est la portance des sols, quels sont le risque sismique, le radon, les termites. Tout plein de choses. Donc ça, ce sont des choses, il y en a certaines qui sont gérées par la réglementation, donc les termites, le parasismique, tout ça est géré par la réglementation. Et puis maintenant, donc on a la loi Elan avec l'article 68 qui justement impose une étude de sol et une étude géotechnique pour vérifier effectivement l'état des sols et donc adapter en fait la conception des fondations et de la construction, de l'opération de construction. Avec toutes ces préoccupations, donc on peut penser qu'elles sont moins sujettes aux sinistres, du coup. On espère, c'est le but. Donc effectivement, déjà, on voit sur les fondations superficielles, donc au niveau de nos observatoires de la dommage ouvrage, on voit quand même une diminution de ce type de sinistre. Donc c'est suite, même si la loi Elan est relativement jeune, mais on a quand même, ce sont des messages de prévention qui ont été délivrés bien avant, et donc on pense que petit à petit, ça fait son effet.
À voir sur le temps, donc à observer sur le temps. Je vous propose d'aller encore plus loin dans la connaissance des impacts des principaux aléas climatiques. Christelle Evener, une nouvelle question qui peut être un peu naïve, mais est-ce que les professionnels de la construction ont aujourd'hui un bon niveau de culture du risque ? Alors la culture du risque, ça a été évoqué tout à l'heure. Tant qu'on n'est pas dedans, on a l'impression qu'on ne craint rien. Et donc effectivement, la culture du risque, on ne l'a pas suffisamment. Et notamment, par exemple, si on veut construire en zone inondable, il y a des questions à se poser avant. Donc il y a des possibilités, il faut savoir que dans certaines régions, il y a des possibilités d'avoir un diagnostic gratuit pour la construction en zone inondable. Donc soit avant de construire, évidemment c'est encore mieux, soit au moins au moment de la rénovation. Il faut savoir qu'en zone inondable, il y a trois grands principes. C'est soit on évite évidemment d'être inondé, donc on construit plutôt en surélevé, donc sur pilotis, ou tout au moins le rez-de-chaussée n'est pas une partie habitable du bâtiment. Soit on évite l'entrée d'eau, et dans ces cas-là, c'est plutôt de l'obturation, et ça peut être des obturations avec des patards d'eau, donc de façon temporaire. Ou alors, on cède et on laisse passer l'eau, mais dans ces cas-là, il faut construire en conséquence et utiliser des matériaux qui résistent à l'eau, ou alors qui sont facilement remplaçables, ou qui sont peu sensibles à l'eau. Donc cette culture du risque, on ne l'a pas suffisamment. Et ce qui se passe en fait, le gros problème qu'on a actuellement, c'est que donc on ne l'a pas en prévention, on est inondé, on est plutôt dans une période donc de détresse, et à ce moment-là, au moment de reconstruire et de rénover, on veut faire vite parce qu'on veut retrouver rapidement une vie normale, et du coup on ne se préoccupe pas, et c'est tellement plus facile de reconstruire à l'identique et de ne pas se poser de questions qu'on refait la même erreur. Donc consciemment, on reproduit exactement la même erreur. Oui, consciemment ou inconsciemment, je pense qu'on est pris par les Après autres. un événement climatique, c'est plutôt consciemment. Et du coup, oui, mais on veut faire vite, et c'est tellement plus facile de faire ce qu'on connaît. Et c'est vrai qu'il manque encore une feuille de route pour les entreprises qui interviennent, pour les maîtres d'ouvrage, pour savoir justement et rénover de façon en prenant en compte ce risque-là. Oui, des feuilles de route et également des guides et des recommandations. Moi, je pense aux habitants de Saint-Barth et Saint-Barthélemy qui étaient extrêmement touchés lors de Irma, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Donc en septembre 2017, l'épisode de tempête Irma, donc Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été touchés. Saint-Martin a été touché à 95%, les bâtiments à 95% ont été touchés à Saint-Martin. Quand on regarde un peu plus près, et c'est aussi des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, ou ce que disait Eric tout à l'heure, on a vu des cases qui tenaient très bien, oui, elles étaient construites à l'abri du vent. Et puis des maisons soi-disant super solides, mais qui étaient en plein vent. Donc voilà, il y a des choses un peu logiques. Oui, on ne se met pas forcément en plein vent. Après, quand on construit un bâtiment, c'est vrai qu'une maison compacte, carrée, ça résiste beaucoup mieux. C'est vrai que c'est beaucoup moins architectural qu'une maison... Mais voilà, il y a des choses de bon sens. Si on n'a pas construit là avant, c'est peut-être effectivement parce qu'il y avait une raison. Donc il y a ça. Il y a aussi des envols de tôles en toiture, de grandes tôles en toiture. Mais là aussi, en principe, on doit vérifier le serrage des ancrages 2 fois par an. C'est des choses qui ne sont pas faites, et évidemment, on s'en rend compte que le jour de la tempête. Oui. Et je rappelle que donc l'ouragan Irma est l'événement naturel le plus coûteux de l'histoire de l'assurance française d'outre-mer. 25 600 sinistres pour un coût total estimé de 1,9 milliard d'euros. Il vaut mieux construire effectivement avec le vent. Face aux conséquences climatiques, il s'agit aussi pour beaucoup de réparation et de rénovation. On l'a évoqué tout à l'heure lors de la première partie de cette table ronde et cet après-midi. Hervé Durand, quels sont les enjeux assurantiels qui sont liés à la réparation et à la rénovation ? Donc je reprends des cartes qui ont été évoquées par M. Quentin tout à l'heure. Donc ça, c'est selon un scénario du GIEC avec 5 degrés. Et vous voyez donc en orange sur cette carte-là, donc pour les inondations, et vous avez la même pour la sécheresse. Donc c'est le slide suivant. Donc 60%, ça va concerner toute une partie de la France. Et donc ça, c'est l'augmentation des dommages selon des projections de la modélisation du GIEC. Voilà, ça c'est pour la sécheresse.
Et donc maintenant, on va se retrouver avec plus de la moitié du territoire français qui est soumis aux contraintes de sécheresse. Et donc ça va imposer pour les constructeurs de réfléchir différemment, notamment par exemple pour l'ancrage des fondations, le front de dessiccation à 1,20 m, peut-être que c'est plus adapté, qu'il faudra les ancrer plus profondément, que dans les zones où il y a l'argile, il faut faire des vides sanitaires et des maisons qui soient construites suffisamment solides pour justement résister un peu à ces modifications d'hygrométrie dans les sols. Merci. Éric Petitpas, comment l'expert que vous êtes s'assure de proposer des solutions qui soient efficientes et équilibrées ? Je ne sais pas si je suis expert, mais en tout cas, j'ai vécu effectivement pendant une trentaine d'années des sinistres, donc sur le sujet, j'en connais quelques-uns, effectivement. Je crois qu'il y a les solutions efficientes et équilibrées. Je dois saluer au passage le rôle des experts, puisque je dirais que globalement, quand une compagnie reçoit une ouverture de sinistre, une déclaration de sinistre, et pour des sinistres d'importance, inondations, sécheresse, cyclones, séismes, je dirais l'expert est l'œil de la compagnie sur le terrain. Et donc en fonction de ce que voit l'expert, il adapte entre guillemets la réponse à ce qu'il voit. En fonction de ça, effectivement, si c'est une tâche d'humidité au plafond liée à des infiltrations d'eau pour la tempête, c'est très simple, en 3 minutes il a réglé le problème. Si c'est un pan de mur qui a été effondré par la violence des inondations dans la Vésubie, par exemple, si c'est des fissurations de maisons, si c'est un séisme et là aussi un pan de mur qui est effondré, l'expert ne va pas chiffrer du regard, entre guillemets. Et donc là, il va être obligé déjà de commencer par faire un diagnostic du bâtiment et de son état résiduel, entre guillemets, après cet effet par exemple du séisme ou de la sécheresse. Et en fonction de ce diagnostic, faire appel à un bureau d'études pour, par exemple, déterminer la meilleure solution de réparation, étant donné les dommages d'une part subis et étant donné la capacité du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, après séisme ou après sécheresse, à résister pour le futur. Donc on voit qu'il y a tout un travail d'adaptation, je dirais, qui est dû au rôle de l'expert, déterminant sur le sujet. Après ça, pour l'efficience, on parlait tout à l'heure de l'assurance de l'innovation. Je dirais que, contrairement à ce qu'on pense, la réparation ou l'ingénierie de la réparation post-événement, et notamment la réparation des sinistres, est plutôt innovante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout. Pourquoi ? Parce que, contrairement à une construction neuve où on part d'une feuille blanche, et à la limite on suit les règles habituelles, je veux dire, dans le cas d'un sinistre, je dirais, alors notamment en CatNat, mais ça peut être incendie ou autre, je dirais qu'on part d'un bâtiment tel qu'il est après le sinistre. Et donc il faut s'adapter à la situation et partir de la situation dans laquelle on est pour trouver une solution de réparation. Et donc on va par exemple voir des techniques qui ne sont absolument pas employées dans le neuf, comme par exemple l'injection de résine dans le sol pour compenser l'effet, remonter entre guillemets certaines parties de la maison et refermer des fissures, par exemple avant un agrafage et après d'autres traitements périmétriques de la maison par exemple. Donc ces techniques-là, ce sont des techniques qui ne sont jamais mises en œuvre, en solution neuve, mais qui sont effectivement développées avec l'aide des experts qui choisissent la meilleure solution et qui vont éventuellement, proposer et chiffrer les solutions de réparation en fonction de ça. Donc il y a pas mal de solutions de réparation qui sont spécifiques, de techniques de réparation qui sont spécifiques à la réparation et qu'on ne fera jamais dans un ouvrage neuf. Voilà. Partant de là aussi, je dirais que l'expert, il a aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que ça a généré un travail, alors peut-être que le slide là doit pouvoir nous accompagner, je dirais globalement, on a malheureusement un déficit, je dirais, de normes dans un certain nombre de domaines. Par exemple, il n'y a pas de normes aujourd'hui, assez bizarrement. Le cyclone est un risque réglementé, mais on n'a pas de normes de construction paracyclonique. Du moins, celles qu'on a, elles datent d'il y a 30 ans, donc elles ont pris un coup de vieux. Et donc elles ne sont pas adaptées. Globalement, il n'y en a pas d'actuelles. Ce qui paraît quand même aberrant. On reverra ça avec vous. Donc a priori, pour réparer, si vous voulez, suite à un cyclone, c'est quand même un peu embêtant parce qu'il manque des référentiels. En matière de vent tourbillonnant, des tornades, je dirais qu'il y a un eurocode qui définit les actions climatiques sur le bâtiment. Il a juste écarté le sujet des tornades.
Donc il se trouve qu'il y en a 30 à 40 par an en moyenne en France actuellement. Il y a des années où il y en a plus de 100. A priori, il n'y a pas de façon d'aborder le sujet. Donc c'est très gênant quand même d'avoir des pans entiers, je dirais, de bâtiments qui peuvent éventuellement être exposés au risque et de ne pas avoir une solution technique qui a été... Pardon, mais ça dépend de qui et pourquoi ce vide? C'est peut-être parce qu'effectivement, on n'a pas pris l'habitude de faire le lien entre la sinistralité et puis la façon de construire. Donc il y a un vrai sujet d'adaptation, c'est qu'avant d'adapter un bâtiment, il faut également observer, je dirais, les conséquences dommageables après un événement, et ça, c'est pas forcément dans le mécanisme actuel. La grêle, on en parle effectivement, c'est un sujet à 300 millions d'euros, je dirais, par an sur les 5 dernières années. Alors je parle uniquement de la grêle sur les bâtiments, je ne parle pas ni de la grêle agricole ni de la grêle automobile, mais je dirais que ça, c'est juste un sujet à 300 millions, 500 millions en 2019 par exemple, donc ça commence quand même un peu à se voir. Il n'y a pratiquement aucun matériau dont on connaît la performance à la grêle, à quelques exceptions près. Donc il y a tout un environnement qui fait que on n'a pas forcément les bonnes normes à mettre en face des différents aléas pour lesquels on doit assurer les bâtiments. Et donc, avec la collaboration des experts, donc je salue encore, sous la mission risque naturel, sous l'égide de la Fédération française de l'assurance, à travailler sur l'élaboration d'un répertoire, d'une quarantaine de pages, où aléa par aléa, avec l'expérience et le retour d'expérience des experts construction, des experts dommages, des experts internes des compagnies, on a passé en revue des centaines de documents, et puis on a, entre guillemets, sélectionné ceux qui paraissaient les plus adaptés pour répondre justement à ce besoin d'adaptation, et qui répondent sur des aspects soit de diagnostic de bâtiment, comment faire pour évaluer la performance du bâtiment, qui portent soit sur la construction neuve, quand il n'y a pas de règles qui vont dans les normes, qui porte soit sur l'amélioration du bâtiment existant ou également sur comment bien réparer un bâtiment suite à un événement. Donc a priori, ce référentiel permet, je dirais, d'apporter, c'est une réponse collective du monde de l'assurance au sujet d'adaptation du bâti pour justement répondre à l'exposition, et ça permet aussi aux experts de s'appuyer sur ces référentiels pour justifier que ce qu'ils font s'appuie bien sur évidemment, quelque chose. Sur quelque chose. Ça vaut mieux, mais voilà. Il vaut mieux que vous vous appuyiez sur quelque chose, qui s'appuie sur quelque chose. Serge Briand, dans le droit, comment on appréhende cette notion de réparation? Parce qu'on part d'un principe indemnitaire. Expliquez-nous. Alors, dans le droit, l'appréhension de la réparation, en réalité, elle va dépendre devant quelle juridiction vous allez vous présenter. Historiquement, le Conseil d'État, qui est donc compétent pour les litiges de droit public, avait un vieil adage du XVIIIe siècle qui disait « les larmes ne se monnaient point ». Et la culture historique de la juridiction administrative, c'est que l'indemnisation qui se fait sur la base des deniers publics doit être la plus juste et la plus réaliste possible. Ça s'est traduit dans le droit commun. Bref, quand on va devant le juge administratif, c'est des pains gras. En réalité, devant le juge judiciaire, c'est un petit peu différent, puisqu'on a la culture de la réparation intégrale. Et là, effectivement, on est dans des litiges entre personnes privées. On a moins cette préoccupation de sauvegarde des deniers publics. Mais sur le fond, le contrat, ça n'a pas vocation à agir sur les contrats d'assurance, puisque c'est contrat entre personnes privées, bien qu'effectivement il y ait aussi maintenant des contrats d'assurance pour les personnes publiques, même si l'assurance n'est pas forcément obligatoire pour elles. Le principe, c'est la réparation intégrale. Dans le contrat, c'est le principe indemnitaire. Ça, on le connaît tous. Dans tous les contrats d'assurance, l'indemnité fait son principe indemnitaire. Et devant les juridictions, le principe, c'est la réparation intégrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la réparation intégrale? Ça, c'est un vrai sujet. Monsieur Petitpas vient de nous parler des solutions techniques. Est-ce que la solution qui va être validée, mise en œuvre, chiffrée, va être la bonne? Et qu'est-ce que ça veut dire, la bonne solution technique? Est-ce qu'il est techniquement possible de remettre les choses en l'état ex ante? Puisque c'est ça l'objet, en réalité, premier de la réparation, c'est de remettre les choses comme si le sinistre ou les dommages n'avaient pas existé. Bien. Alors, il y a des cas où ce n'est pas possible. Et puis, le principe de réparation intégrale, parfois, soulève des difficultés, parce que est-ce que tout est réparable? Ça, c'est un vrai sujet.
La logique du principe indemnitaire dans le contrat d'assurance, elle est économique, on la comprend bien. On voit un dommage, on sait le chiffrer, on y fait correspondre une indemnité d'assurance. Parfois, et souvent d'ailleurs, dans les contrats dommages, on y associe une vétusté que la Cour de cassation valide. On n'a pas de sujet sur ce point-là, c'est très très clair. Par contre, dans le cadre de la réparation intégrale, là, on prend tout en considération. C'est-à-dire que, on le voit bien, nous, dans les dossiers que l'on a de construction, on vous demande la reconstruction, on vous demande du préjudice moral, le préjudice moral des enfants. Des fois même, on a du préjudice sexuel. Moi, j'ai un peu plus de mal à comprendre, mais bon, pourquoi pas. Oui, non, mais pour vous dire que qu'est-ce que c'est qu'une réparation intégrale ? Alors, pour vous donner un exemple un peu plus concret, la Cour de cassation, par exemple, n'accepte pas l'euro symbolique. Si vous avez un jour un dossier dans lequel quelqu'un vous demande une réparation d'1 euro symbolique, si vous allez devant la Cour de cassation et que vous contestez cette réparation d'euro symbolique, vous allez gagner. Pourquoi ? Parce que la doctrine de la Cour de cassation, c'est de dire, lorsqu'il y a un préjudice, on le répare intégralement. Et le caractère symbolique de l'indemnisation qui vise simplement à faire reconnaître le principe de la responsabilité, en réalité, c'est ça qu'on cherche quand on fait une demande d'euro symbolique, ce principe-là n'est pas la mise en œuvre du principe de réparation intégrale. Donc, si vous demandez 1 euro à titre de réparation, vous l'obtenez. Si vous demandez 1 euro à titre de réparation symbolique, vous ne l'obtenez pas devant la Cour de cassation. Voilà. Alors, bien sûr, c'est caricatural presque, si j'ose dire, mais ça démontre en réalité que l'indemnisation intégrale du préjudice, c'est quelque chose de compliqué et c'est quelque chose d'évolutif. Et je vais en venir au futur, puisqu'il y a quand même des choses nouvelles qui vont intervenir. Peut-être qu'effectivement, il y aura des préjudices nouveaux qui vont naître, qu'on ne connaît pas encore. On l'a vu, hein, la législation, oui, et les juridictions admettent des préjudices qu'ils n'admettaient pas avant. On l'a vu par exemple dans le cadre de l'affaire de l'Erika, où les associations de protection de l'environnement ont eu droit à des dommages et intérêts, chose qui n'était pas le cas avant. Donc toutes ces choses-là vont évoluer avec le temps et en fonction de la position du juge. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Corinne Lepage. On le voit bien dans les dernières décisions qu'elle a citées. Le juge est un élément moteur. Ce qui est parfois paradoxal parce qu'on dit souvent que le droit est en retard sur tout. Alors les législations en France, c'est sûr, on est en retard sur tout. La preuve, on s'est fait condamner. En revanche, les juridictions, elles, sont quand même des promoteurs de la réparation et des promoteurs de la sauvegarde de nos droits. Et heureusement. Dernier point. On a parlé effectivement du caractère, comment dirais-je, de la protection constitutionnelle qu'on avait sur le fonds de garantie. Il faut savoir aussi que des valeurs aussi importantes que celles de la santé, vous regarderez la dernière décision du Conseil constitutionnel sur le Covid, il a fait prévaloir le principe de protection de la santé sur le principe de liberté d'aller et venir. Donc encore une fois, toutes ces normes, elles viennent dans des contextes sociaux évolutifs, et ce que l'on connaît aujourd'hui, les besoins d'aujourd'hui ne sont pas nos besoins de demain, et la réparation d'aujourd'hui n'est probablement pas la réparation de demain. Voilà. Tout évolue en même temps. On l'a dit tout à l'heure aussi, les risques climatiques sont source d'innovation. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Des innovations sur lesquelles l'assureur peut compter, voire même gagner en valeur ajoutée. On parle beaucoup d'exploitation de données, le big data, tout le monde en a entendu parler. Big data comme outil d'appréhension, ici, des risques climatiques. Éric Petitpas, est-ce qu'aujourd'hui, les datas sont assez explicites pour des réactions à la hauteur ? Alors, quand on parle de data, elles ne sont jamais assez explicites. Donc, je dirais globalement, parce que même si on en a un tout petit peu, on trouve qu'on n'en a pas assez, on en veut d'autres. Donc, je dirais qu'a priori, on a besoin de data, mais on en a souvent beaucoup manqué et la situation s'améliore. Alors je vais, à titre d'exemple, citer quelques datas qui étaient fermées, entre guillemets, qui étaient accessibles à certains mais pas à tous. Là aujourd'hui je parle de datas qui sont ouvertes à tout le monde. Par exemple en matière de sécheresse justement, les indices de dessiccation des sols argileux
faisait appel à une donnée qui est fournie par Météo France, qui jusqu'à présent était réservée à la commission interministérielle qui statuait sur la reconnaissance ou non-reconnaissance des sols. Depuis le début de l'année, l'indice en question est ouvert à tout le monde. Chacun peut aller vérifier les indices sur le site capter l'ensemble des indices pour la France sur le site de Météo France. Deuxième data, par exemple, qui est aussi extrêmement importante pour faire des analyses de ce qui se passe sur l'exposition des risques, sur l'examen de la sinistralité et ainsi de suite. Ce sont les datas qui sont ouvertes par l'Institut géographique national, la fameuse BD Topo. La BD Topo, elle définit les bâtiments, les ouvrages d'infrastructure sur l'ensemble du territoire français au format numérique. Et associé à ces informations géographiques, disons, il y a un certain nombre d'informations descriptives, comme par exemple la date de construction du bâtiment, la nature des murs, la nature des toitures, et ainsi de suite. Donc qui permet à ce moment-là de faire des analyses, par exemple, croisées entre une exposition, un aléa, ou quand on regarde la sinistralité, ce qu'on fait à la mission risque naturel pour la sinistralité CatNat et climatique, ça permet par exemple de vérifier par période de construction comment se comportent les bâtiments. Alors à titre d'illustration, si on prend le phénomène de sécheresse, les maisons construites dans la dernière période pour lesquelles il y a des grands changements dans les façons de construire, donc avec le choc pétrolier de 72-73, il y avait eu des grands changements de la réglementation construction. Quand on regarde les maisons individuelles qui sont essentiellement sinistrées par la sécheresse après 1975, au total en France, elles sont 24% des maisons individuelles en France sont construites après 1975. Quand on regarde maintenant que la sinistralité que l'on a, entre guillemets, au sein de notre base de données sur les sinistres qui sont enregistrés à la mission risque naturel, 59% des sinistres sont sur des maisons qui sont construites après 1975. Donc ça permet par exemple l'accès à cette donnée que l'on n'a pas par ailleurs, permet justement de faire des études sur la vulnérabilité des bâtiments par période en fonction de leur type de construction, et ainsi de suite. Et donc ça renseigne très bien sur éventuellement des facteurs qui pourraient expliquer pourquoi tel type de bâtiment se comporte plus ou moins bien. Donc cette histoire de données, voilà, plus on en a, plus on pourra faire des analyses croisées et plus on sera pertinent dans les solutions à apporter pour justement s'adapter. Des solutions, il y en a, il faut même être positif. Hervé Durand, quelles sont les innovations côté expert qui vous semblent, vous, prometteuses? Donc, il faudrait mettre la diapo. Alors, je pense qu'il y a une diapo. Voilà, donc dans les outils, là j'ai pris donc, une carte IGN du côté de Brive-la-Gaillarde. Et donc les outils qui sont à notre disposition, c'est qu'on est capable maintenant, comme le disait Eric Petitpas, de mettre sur une même carte différents calques. Donc on peut mettre par exemple sur cette carte IGN une carte, donc si on met la diapo suivante, là c'est les cavités. Donc vous avez des cavités qui sont répertoriées ou des zones où il y a des cavités connues qui ne sont pas répertoriées. Vous pouvez rajouter donc une autre couche qui est là, donc les gonflements, retrait des argiles, avec en orange les zones d'aléa moyen et en rouge les zones d'aléa fort. Ensuite, vous pouvez également rajouter, donc ça c'est les risques donc inondation et remontée de nappe. Il y a aussi la partie remontée de nappe et avec l'arrêt de beaucoup d'activités industrielles. Et puis donc là vous avez par exemple en rouge également donc une légende, un code couleur. Et donc ça permet aux experts, ou à même tout le monde maintenant, avec les outils qu'on a, soit au niveau de Géoterre, soit au niveau de Géoportail, enfin tout un tas de sites, de pouvoir rapidement avoir des données sur une zone. On peut également reporter, si on a un fichier avec un certain nombre de sinistres, pouvoir les géolocaliser, les positionner sur la carte et rajouter, ce que disait Eric Petitpas, des données relatives à la date ou au mode de construction du bâtiment. Et après, ça permet de faire plutôt du préventif pour dire dans telle zone, du fait de la carte, par exemple, on est en zone rouge, sécheresse, bien évidemment, il ne faut plus ou réparer ou reconstruire avec des fondations ancrées à 60 cm, mais descendre en dessous du front de dessiccation pour s'affranchir de ces phénomènes-là. Donc pour répondre à la question, oui, on a les datas, les données donnent des outils aux experts.
pour essayer de faire au mieux. Serge Briand, je voudrais qu'on revienne sur le droit. Tout à l'heure, il a été dit que les normes sont parfois absentes pour des raisons que vous avez évoquées, Éric Petipa. Comment on peut rendre la justice correctement quand la norme n'existe pas ? C'est une vaste question, mais je pense qu'il y a un début de réponse dans le fait que avoir recours à la justice, c'est confier la résolution d'un litige à un tiers, ce qui est assez commode puisque ça permet de se déresponsabiliser, puisque la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle ne vient pas de vous. Donc ça, c'est assez commode. Mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions, puisque d'une part, ça coûte cher, parce que les avocats coûtent très très cher, c'est très très long, et on n'a pas forcément un résultat optimal. Donc, effectivement, la norme a un intérêt, la procédure a un intérêt, mais je pense aussi qu'on a beaucoup, et c'est le sens de l'histoire, entre guillemets, même si l'histoire ne fait que balbutier, c'est aller vers des modes de règlement et des modes de fonctionnement, parce que le règlement alternatif, c'est que le litige. On règle le litige, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça, et notamment faire ce que l'on appelle de la médiation de projet. Ça se fait de plus en plus, notamment en aménagement urbain, c'est-à-dire qu'on responsabilise les gens dans la réglementation des sols. On responsabilise les gens également dans la gestion de leurs contentieux. Ils se prennent en main eux-mêmes pour la gestion de leurs litiges. Et donc ça, je pense que cette idée de responsabilisation d'une manière générale, pour régler le litige, mais d'une manière générale pour régler la vie des contrats, c'est aussi le sens de la réforme du Code civil, c'est aller de plus en plus vers le consensualisme et trouver des solutions entre gens raisonnables. La médiation en est un outil, médiation soit de résolution de litige ou médiation de projet, mais franchement, je pense que l'avenir est vers la procédure participative, vers l'intelligence collective, plutôt que de se retrancher. Alors, bien sûr, il faut un cadre normatif, sinon ça devient vite l'hérésie. Il faut un cadre normatif, mais dans ce cadre normatif, se garder des espaces pour qu'on puisse, en bonne intelligence, résoudre les litiges. C'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus satisfactoire. Et de la même manière, je pense que ça pourrait très bien se faire dans la gestion de sinistres, parce qu'on voit souvent dans les gros sinistres, les assurés sont acteurs. Ils sont acteurs de la réparation, ils sont associés au travail de l'expert, ils sont en responsabilité dans la gestion de leurs sinistres. Et je pense que développer cette culture-là, ça a un intérêt majeur, parce que je pense qu'on c'est aussi une évolution de modèle de société. Et ce qu'on nous demande là aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu ça. Je vois M. Boquillon qui disait aujourd'hui, on ne va pas faire de philosophie, on ne va pas faire de politique. On n'a fait que ça. On n'a fait que ça. Et oui, puisque la seule chose qui permettra de nous en sortir, je pense, au-delà du mur, c'est une responsabilité individuelle et collective, et inventer de nouvelles solutions pour pouvoir franchir le mur ou le casser, comme vous voulez, mais en tout cas, contourner l'obstacle. Et Serge Briand, comment vous voyez l'intervention des assureurs dans cette gestion participative, cette bonne intelligence ? À quel moment on intervient et concrètement ? Alors, j'ai deux idées qui me viennent à la tête. En même temps et quoi qu'il en coûte. C'est pas très original, je vais vous expliquer pourquoi. Le en même temps, c'est qu'on veut tous, si vous voulez, continuer à consommer, continuer à vivre, continuer à avoir un rythme de vie qui est le nôtre. Et en même temps, on se dit, mais non, c'est pas bien, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On se dit, c'est pas bien, on se culpabilise tous chacun. Et ce soir, quand on va rentrer chez nous, on va se dire, ah, quand même, je vais faire un effort, il faut faire un effort, bien sûr, il faut faire cet effort. Et les assureurs aussi sont acteurs dans ces efforts. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils sont prêts pour le quoi qu'il en coûte ? Je ne suis pas certain. Parce que l'équation économique qui nous a été rappelée tout à l'heure, on voit bien une sinistralité en forte augmentation. Il y aura un moment, effectivement, soit il faut changer les comportements, soit il faut changer les équilibres financiers. Donc moi, je suis simplement juriste, j'applique le droit, mais je pense qu'effectivement, l'avenir est à repenser peut-être ou penser un nouveau modèle économique sur ces nouveaux risques qui n'ont... Alors,
non pas des nouveaux risques, puisque M. Chevalet nous explique que c'était pas nouveau, mais sur l'importance et l'occurrence de ces risques. Voilà. Merci. On va continuer à parler de l'impact de ces risques climatiques sur vos professions, notamment avec vous, Éric Petitpas. Comment ces risques climatiques changent votre mission, change la mission d'ailleurs des gestionnaires et aussi bien des experts. Et Hervé Durand, vous nous direz aussi comment tout cela fait évoluer votre profession. Alors, au titre de la mission risque naturel qui s'occupe plutôt de la connaissance des aléas et de la prévention, je ne suis pas forcément le mieux placé, mais bon, du fait de mon expérience sur le sujet, je peux répondre. Globalement, comme il a été évoqué tout à l'heure, on est passé il y a 15-20 ans d'épisodes climatiques qui étaient épisodiques ou occasionnels. On avait une grosse inondation dans l'année et on en parlait pendant 3 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois où il ne se passe pas quelque chose. Donc le gestionnaire est forcément impacté, je dirais, par la fréquence et l'occurrence des événements. Quand on regarde aussi les grandes masses financières, la garantie phare au titre des garanties dommages il y a 20 ans ou 30 ans, c'était la garantie incendie. Et bien, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en matière de garantie au sein du contrat, la garantie dommage garantie dommage des événements climatiques, tempête, grêle, neige et CatNat est au même niveau que la garantie incendie, donc chaque année. Donc je dirais globalement, c'est un sujet qui était effectivement relativement marginal il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on rencontre au même titre qu'on rencontre les incendies. Donc ça change un peu la vie du gestionnaire qui, d'une gestion, je dirais, qu'il connaissait mais qui était occasionnelle, devient une gestion au quotidien. Après ça, il y a effectivement, c'est pas forcément du gestionnaire, mais des compagnies d'assurance. Je dirais, il y a tous une prise de conscience justement sur les dispositifs d'alerte des assurés. Et donc ça, personnellement, je crains pas trop l'effet d'usure, crier au loup quand c'est pas... Parce que d'un autre côté, la pédagogie marche par la répétition. Donc effectivement, il vaut peut-être mieux alerter, de se mettre en garde parce qu'on risque d'une tempête que de ne pas alerter du tout. Donc s'il n'y a pas la tempête, tant mieux, mais vous aurez au moins eu l'occasion de éventuellement prendre des dispositions de prévention pour éviter l'aggravation, entre guillemets, due à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé si on ne vous avait pas fait l'alerte. Le point aussi, je dirais, en termes de vie du gestionnaire, je pense au rôle fondamental justement des dispositifs numériques. Donc le progrès, ça a quelques inconvénients, on le voit, l'accélération d'un certain nombre de phénomènes. Mais ça a aussi certains avantages. Je veux dire que tout le numérique permet, peut-être aussi dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, une bien meilleure, un travail ensemble beaucoup plus rapide. Je dirais, on est pour prendre en compte la réactivité, puisque aujourd'hui vous pouvez déclarer un sinistre sur un téléphone, vous envoyez la photo de ce qui est endommagé, et je dirais que votre sinistre il est parti 10 minutes après l'événement. S'il n'y a pas le problème de la déclaration CatNat, mais en tempête, je dirais en 10 minutes, vous pouvez éventuellement déjà gérer votre sinistre que vous venez de voir. Donc, je dirais, il y a a priori des phénomènes, je dirais, de gestion qui sont aujourd'hui les liaisons avec les experts, les liaisons avec les entreprises prestataires qui interviennent aussi sont beaucoup plus fluides. Et donc tout ça, c'est un effet qui vaut effectivement pour toutes les garanties, mais qui bénéficie malheureusement, puisque c'est des sinistres, mais qui bénéficie à la gestion de ces sinistres. Voilà. Et puis, effectivement, il y a une notion alors, qui est un peu compliquée et délicate pour le gestionnaire, mais sur laquelle il va probablement falloir, je dirais, il faudra s'adapter. C'est probablement effectivement de profiter de la phase de réparation post-sinistre pour essayer de mieux faire. Et donc c'est tout le travail qui est fait justement sur ces référentiels et regarder comment non seulement indemniser, suivant le principe indemnitaire, c'est-à-dire de la chose assurée, mais comment faire les bons choix, puisque l'assureur doit une indemnité, il ne doit pas des travaux, il doit une indemnité, et c'est effectivement à l'assuré de bien utiliser cette indemnité au mieux pour effectivement essayer d'adapter son bâtiment en fonction de l'indemnité qu'il reçoit pour le réparer. Voilà, donc ce sont des changements qui sont en cours et qui sont plutôt positifs. Ouais. Et ces fameux référentiels, Christelle Ebner, l'AQC a fait réaliser par l'AFNOR, il me semble, un travail sur des référentiels. Comment peuvent-ils, ces référentiels, aider les gestionnaires très concrètement? Sur quel point vous avez identifié sur lequel il fallait avoir une attention particulière? Oui, donc on a demandé à l'AFNOR de faire un état des lieux en fait, des normes construction et de celles qui prenaient en compte les aléas climatiques.
Donc elles ont fait une recherche. Donc on regarde la norme sous deux angles. Un, donc on l'avait dit tout à l'heure, l'atténuation, c'est-à-dire construire et exploiter son bâtiment pour consommer moins et émettre moins de gaz à effet de serre. Et puis aussi construire un bâtiment qui va résister aux aléas climatiques. Donc quand on fait un point sur ces normes, on s'aperçoit qu'effectivement c'est encore peu pris en compte. L'aléa tempête et vent un peu plus parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pour les fenêtres, pour les toitures, etc. Donc ça c'est quand même rentré un petit peu, je dirais, dans les mœurs des normes. Par contre, tout ce qui concerne la partie inondation est beaucoup moins bien pris en compte actuellement. Si on regarde aussi, c'est plutôt les normes produits qui prennent en compte les effets du vent, etc. Beaucoup moins les normes de construction et les normes de mise en œuvre. Et si effectivement on parle de deux exemples concrets, c'est les étanchéités PVC. Les étanchéités PVC en toiture terrasse. Donc il y a bien des essais qui permettent des normes d'essais qui permettent de faire des essais par rapport à la grêle. Mais par contre, il n'y a pas de seuil. Donc il n'y a rien qui impose un seuil. Donc la norme existe, il n'y a pas de seuil d'imposer et on voit du coup se mettre en toiture terrasse des étanchéités PVC qui ont 1,2 mm d'épaisseur, ce qui n'existe dans aucun autre pays ailleurs et qui ne tient pas à la grêle. Donc du coup, il faut savoir quand même que l'étanchéité PVC, ça se développe énormément puisque ça permet de faire des étanchéités sans avoir besoin d'utiliser de flammes. On est là sur des entrepôts, sur des grandes surfaces. Donc non seulement après un épisode de grêle, il faut réparer, mais en plus on peut avoir aussi des dommages immatériels importants. Je rebondis aussi sur ce que disait Michel Chevalet tout à l'heure, sur effectivement le dimensionnement des évacuations des eaux toujours en toiture, et notamment sur les sifoïdes. C'est des questions aussi qu'on se pose et sur lesquelles on voudrait, la QC demande à ce qu'on revienne dessus et qu'on vérifie si ces dimensionnements sont toujours effectivement adaptés. Il y a urgence tout de même. Il y a urgence, mais c'est pas facile à faire bouger les choses, mais on y essaye. C'est assez étrange parce qu'on sent un décalage entre la réalité et l'urgence. Et puis, voilà, on est face à des normes, des décisions, des travaux. C'est toujours plus long. Toujours plus lent, ça c'est sûr. Je reviens vers vous, Hervé Durand, sur l'évolution de votre mission d'expert par rapport à ces risques. Vous n'êtes plus l'expert que vous étiez hier ? Vous avez beaucoup changé, Hervé. Dites-nous tout. Oui, pour ceux qui me connaissent, ça a changé. Mais donc, par rapport à la question qui est posée, donc, dès lors qu'il y a un sinistre qui est lié au changement climatique ou un épisode majeur, ça nécessite pour l'expert que l'on est, au groupe ICSI, de mobiliser la cellule de crise, d'activer la cellule de crise, qui va mobiliser le cabinet, les experts du cabinet le plus proche du lieu du sinistre, et puis ensuite, progressivement, en fonction du nombre de dossiers et de l'importance du sinistre, de mobiliser des renforts depuis d'autres cabinets, ce qui va avoir tendance à désorganiser la gestion du quotidien des autres sinistres. Voilà. Et donc, oui, ça a beaucoup changé la vie. Jean-Philippe Mélano, tout à l'heure, a expliqué qu'il y avait aussi le côté humain, puisqu'on se retrouve quand même en première ligne avec des choses quand même qui peuvent parfois être difficiles. Et donc, on va être de plus en plus confronté à ça, et ça oblige ou ça impose justement de mettre en place des procédures pour pouvoir répondre au mieux à ces épisodes exceptionnels qui vont se généraliser. Les experts sont assez formés par rapport à ces nouvelles difficultés sur lesquelles ils sont confrontés, psychologiques. Est-ce que vous vous sentez d'attaque? Je dis vous, évidemment la profession. Quand vous trouvez confronté à des dommages matériels, c'est notre quotidien, c'est quelque chose qui est relativement simple. Ensuite, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, dès lors que vous êtes confronté à du dommage humain, ça devient complètement différent, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'est pas préparé, personne n'est préparé à affronter ce genre de choses. Et ensuite, quand vous êtes confronté à des choses où il y a un nombre très important de dossiers avec des gens qui ont tout perdu, c'est vrai que ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, le côté humain devient très important et c'est difficile pour un expert d'arriver à prendre suffisamment de recul pour gérer au mieux ce dossier-là et de ne pas trop rentrer dans l'affectif, quoi.
D'où la formation aussi et le recul par rapport à certaines techniques, peut-être. N'hésitez pas en tout cas à réagir. On va prendre vos questions ici dans la salle ou en ligne. N'hésitez pas à rebondir. C'était un débat qui se voulait plus précis dans le détail. On est allé plus loin dans la technique, mais aussi sur votre métier. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Il y a beaucoup de gestionnaires, c'est bien ça, dans la salle? Je me trompe? Oui. Comment vous, aujourd'hui, vous ressentez l'évolution de vos pratiques par rapport à ces risques climatiques? Est-ce qu'aujourd'hui, ça passe inaperçu ou vous sentez tout de suite là des évolutions sur lesquelles vous êtes confrontés? Qui veut témoigner? Sinon, je vais choisir au hasard. Vous me faites un tellement joli sourire. Non, vous n'êtes pas gestionnaire. Qui est gestionnaire dans cette salle? Ou responsable, pardon, bien sûr. Qui veut? Non? Donc, concrètement, ça n'a rien changé, alors, pour vous, le risque climatique dans votre pratique? Ah! Bravo. Allez-y. Valérie Planchon du groupe SMA, donc on a moins l'expérience du risque de particulier. Donc sur l'organisation, on peut être un petit peu moins, je dirais, désorganisé que nos confrères, je dirais, mutualistes, qui ont vraiment des portefeuilles de particuliers à gérer en cas d'événement naturel. Pour autant, effectivement, c'est des questions d'organisation à mettre en place. Nous, quand on sait qu'il va y avoir une tempête, un événement naturel, des inondations, nos responsables, je dirais, des services dommages pré-réservent quasiment des cabinets d'expertise en disant, bon là, on sait que ça va frapper un petit peu et on est presque dans le prémissionnement de nos experts. Vous arrivez à avoir ce recul? C'est très rapide, mais les alertes météo, enfin on le disait tout à l'heure, les alertes SMS, on les a aussi. Voilà, donc quand on sait qu'on passe des départements en alerte orange, en alerte rouge, etc., on surveille l'actualité bien sûr, donc on est aussi en veille là-dessus pour essayer d'anticiper en tous les cas l'accompagnement de nos assurés, et puis ça va aller aussi jusqu'à mobiliser certaines de nos équipes pour aller aussi avec nos experts sur le terrain. Mais encore une fois, on est sur du risque entreprise, donc c'est probablement un petit peu différent. Mais d'être effectivement près des fédérations, puisque on travaille beaucoup avec les fédérations bâtiments et travaux publics, et de pouvoir même, ça s'est vu sur certains événements, tenir des permanences au sein de la fédération départementale locale pour que nos sociétaires puissent venir nous expliquer ce qui s'est passé et évidemment verser aussi des provisions sur les sinistres, permettre le redémarrage de l'activité, parce que on a parlé des particuliers, mais pour l'entreprise, c'est aussi redémarrer l'activité au plus vite. Et du coup, essayer de pouvoir permettre ce redémarrage au plus vite de l'activité, préserver du coup les emplois et préserver la production autant que faire se peut. Donc un vrai dispositif de crise qui se déclenche assez rapidement, mais qui du coup désorganise forcément, je dirais, la gestion quotidienne, puisque pendant qu'on organise cette cellule de crise et qu'on mobilise des équipes de gestion sur ces phénomènes, j'ai envie de dire que les autres sinistres attendent un petit peu. Donc oui, la désorganisation, mais c'est ce que disait Hervé Durand, pendant que les experts gèrent les CatNat, les autres dossiers attendent un tout petit peu, puisque les ressources malheureusement humaines ne sont pas démultipliables. Absolument, donc quelquefois des embouteillages. Michel Chevalet, vous avez écouté attentivement cette deuxième table ronde. Vous aviez sur la première en tout cas posé la problématique de la reconstruction, de la rénovation. Vous avez entendu des réponses qui sont satisfaisantes, non pas qu'il faille juger nos invités, mais en tout cas dans ce qu'il existe aujourd'hui. Il y a deux choses qui me choquent. Parce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vos expertises. D'ailleurs, j'ai trouvé là des nouveaux clients quand je fais des émissions maintenant. On cherche de vous à moi, les journalistes sont capables pour trouver l'expert qui accepte de... Moi, j'ai noté vos adresses. J'ai fait mes courses, voilà, on est d'accord. Nouvelle carrière. Non, ce qui me choque tout de même, c'est que l'on... Il y a chaud, des risques. Bon,
c'est vrai, l'ampleur, qui pouvait imaginer les dégâts de, par exemple, que je connais bien, la Vésubie, la Roya, qui pouvait imaginer telle violence, une telle destruction. Et quand on nous dit qu'on va construire en 5 ans, 10 ans, il n'y en a pas 15 ans, j'y suis allé, c'est ce qui s'est passé aussi en Allemagne, une petite rivière, vous avez vu, hallucinant. Qui pouvait imaginer ça? Là, d'accord. Mais il y a des choses que l'on connaît, que l'on sait. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, le problème des terrains argileux. Ce qui me choque, c'est qu'on continue à construire, sachant cela, et que vous n'ayez pas votre mot à dire. C'est ça qui me choque. Alors, vous intervenez une fois que, voilà, c'est fait, les dégâts sont là. Enfin, est-ce que vous n'avez syndicat, pas un des rôle experts. consultatif? Nous, Pourriez-vous? C'est ça. nous, on intervient après sinistre. Bah oui, Voilà. Donc, Eric Petipa, ils ont fait un travail. Au niveau des assureurs, il y a un travail de collecte des données. Et puis, on peut envisager, dans un monde parfait, que les éléments qui sont collectés conduiraient le législateur ou les entreprises à adapter les constructions. Et on voit que dans la réalité, c'est pas le cas. Voilà. Mais moi, il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est de dire, pour franchir le mur, là, pour arriver à franchir le mur, dans les quelques années qui viennent, la difficulté, ça va être de hiérarchiser nos renoncements. C'est ça la difficulté. Et puis l'autre point important, c'est de dire... Le renoncement, c'est-à-dire nos renoncements. Vous avez clairement expliqué qu'on avait à peu près 400 ou 500 esclaves énergétiques à notre disposition pour pouvoir assurer tout ce qu'on a tous les jours. Et donc, pour arriver à franchir le mur, ou à ne pas le prendre de plein face... C'est l'acceptabilité des mesures. C'est l'acceptabilité des mesures, donc c'est des renoncements. Et l'autre chose, c'est de dire... je ne sais pas comment les hommes politiques ou les responsables vont arriver à concilier la croissance, le ministre de l'économie ce matin disait 6% l'année prochaine, qui est nécessaire pour payer les dettes, et la nécessité de la décroissance pour préserver le climat et laisser un monde acceptable pour nos petits-enfants. 10% par an, mais comme rien fondamentalement, il ne peut pas le changer du jour au lendemain, ça va être synonyme de consommation et donc d'énergie, forcément. C'est synonyme, vous avez vu, les deux courbes sont parallèles. Donc on ne fait qu'accélérer le phénomène. Et le phénomène est cumulatif pour le problème du gaz carbonique qui s'élimine très lentement. Et donc on vient sans arrêt, même si on réduit nos émissions, on ne fait qu'en rajouter par rapport à ce qui existe. Et le dernier chiffre, je vois à présent, on fait 50 milliards de tonnes de CO2 par an. Il nous reste, si on ne veut pas faire une catastrophe, on a droit à 500 milliards. C'est ce que disent les experts. Ils disent, c'est ce que dit Jouzel. Jouzel dit, on peut se tolérer 500 milliards. À raison de 50 milliards, si c'est constant, on en a pour 10 ans. Et dans 10 ans, boum, c'est fini. On fait sauter la cocotte minute. Enfin, c'est fou. C'est une rare fois tout de même dans l'histoire de notre société que l'on dit, voilà, le mur, il est là. Vous y allez. À moins qu'on soit complètement gouré. Bon, je ne pense pas tout de même. Voilà. Alors ça qui me choque, c'est ça. Mais je reviens tout de même sur votre rôle. Est-ce que, parce que quelqu'un doit payer, je veux dire, c'est l'État, c'est nous le contribuable, ou c'est les assurances qui voilà. Mais c'est toujours nous qui finirons. Or, d'accord, malheureusement, mais c'est quand on sait qu'il y a un risque avec des terrains argileux ou une zone inondable, parce que ça a un passé historique. Je prends un exemple personnel. Je suis dans une résidence qui a été construite, j'ai fait construire quand j'étais prof dans la banlieue est de Paris, dans une zone, on ne parlait pas de zone inondable, mais c'était une ancienne forêt, on regardait, quand il y a beaucoup de boulot, je dis, oh là 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 là, le boulot, il aime bien les pieds dans l'eau, c'est une zone humide. Ça a été construit, la résidence, c'est de Grémont qui avait fait ça, c'est bien, les petits pavillons, ça va. Puis il y a eu la grande sécheresse, je ne sais plus laquelle, la maison du voisin, hop, le garage s'est séparé de la maison. Évidemment, l'assurance, il était, je crois, la Maïf, propre, injection, payé, truc. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça? C'est-à-dire de dire, non, ou si vous construisez, nous, c'est écrit, vous devez faire tel type de fondation, tel truc. Là, il y a deux choses. Il y a d'une part l'anticipation de la construction. Oui. Mais
ce qui va changer, et Éric Petipa l'expliquait clairement, c'est-à-dire que quand vous prenez la carte des risques naturels des années, la dernière c'était, je sais pas, des années on va dire 2000, et la carte des zones à risque de l'année 2020, c'est plus la même. Ah non, c'est pas la même. C'est plus la même. Et donc des zones où on pourrait imaginer qu'on pouvait construire avec des fondations entrées à 80 cm et s'affranchir du risque de l'argile, ces zones-là, elles ont été multipliées, je dis n'importe quoi, par 2. Et donc ça veut dire que ça va imposer pour les nouvelles constructions de prendre des règles différentes, et ça va imposer, et ça va conduire à des sinistres pour des zones qui étaient considérées en zone, on va dire, de risque moyen et qui se trouvent maintenant en zone de risque fort. Idem pour les inondations, idem pour les maisons en bordure côtière. Pas encore un exemple. Un de mes voisins fait construire, il y avait un terrain, il fait construire, puis ils vont passer, puis il dit, bon, vous savez, moi je serais vous, je ne ferais pas un sous-sol, ou le garage avec les descendries, vous savez, quand il y a un bel orage, ça va raviner la flotte, et puis la flotte, ça va prendre le chemin le plus court, puis bon, et puis c'est, voilà. Oh, il l'a fait. Il l'a fait. Il ne s'est pas opposé. Qui va payer? Parce que là, il y a eu des dégâts, c'est déjà prévu. Il y avait un orage, la bagnole, le réfrigérateur, le sous-sol, tout y a passé. On a pompé. Bon, je ne sais pas comment ça va être le règlement, mais l'assurance va prendre en compte. Bon. Tout le monde paye, tout le monde paye, merci. absolument. Ben voilà. Et il manque bien des maillons, où et comment, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat. Hein, je vous propose peut-être de réfléchir à ça. Eh bien, avec toutes ces bonnes nouvelles, je crois qu'il sera bon de prendre une petite... Ah, une dernière question. Ah, il y a 2 questions, mais alors c'est merveilleux. Qui a... Toujours, voilà. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Oui, bonjour, Jérôme, je suis le responsable technique chez XI Group. Je voudrais revenir sur la notion de caractère anormal définie par la commission interministérielle, parce que j'ai bien compris la notion de bouclier de la constitutionnelle. Néanmoins, on va avoir un décalage des équilibres climatiques qui vont rendre de plus en plus normal des phénomènes qu'on considère aujourd'hui anormaux. Donc, est-ce que ça ne va pas régler les équilibres financiers de même, cette notion-là? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir la tentation de dire bon, finalement, une inondation qu'on considérait normale il y a 10 ans, elle est redevenue normale aujourd'hui, parce qu'on la voit se répéter tous les 3 ans, et donc s'il n'y a plus la peine d'indemniser, c'est tant pis pour les gens qui sont sur place. Alors, je caricature un peu. Il y a quand même une limite. Il y a quand même une limite sur les mobilisations possibles dans le cadre de la catastrophe naturelle. Il faut que vous soyez dans un espace qui est hors PPRN et que vous ayez fait une construction dans les règles des autorisations administratives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas open bar. Et d'autre part, le deuxième sujet, c'est que les critères de normalité ou d'anormalité, alors c'est pas moi qui les fixe, je pense que c'est le gouvernement qui les fixe, et la Commission se prononce par rapport à ces critères. Donc l'évolutivité du critère dans le temps, pour moi, ça relève du pouvoir réglementaire, et aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre si les critères d'anormalité... D'abord, je ne les connais pas. Bon, les critères d'anormalité, je ne les connais pas tous. Il y en a un certain nombre qu'on peut imaginer sur... la fréquence, le vent, etc. Il y a des critères qu'on peut imaginer. Mais ces critères-là vont évoluer, forcément. Je ne vois pas comment, sinon, on va pouvoir tenir, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'équilibre économique, si, effectivement, le anormal se transforme en normal et que l'occurrence 100 ans devient une occurrence 2 ans. C'est sûr, il y aura un sujet. C'est clair. Merci. Une autre question, Yann. Elle est peut-être pour Christelle et puis Éric. Est-ce qu'on a une vision sur les sinistres de 2e génération? Parce que après une catastrophe naturelle, une entreprise intervient, on repart sur une garantie décennale. Est-ce qu'on a un peu de recul sur cette sinistralité? Eh bien, passe à ton voisin. Il est allumé, il est allumé. Alors, vous l'avez éteint, je vais le rallumer. Pardon, c'est merci. Alors, si de 2e génération, il faut déjà savoir de quoi on parle, parce que quand on a une inondation, on répare. Quand une 2e inondation passe, c'est un 2e événement, c'est pas un sinistre de 2e génération. Bon.
quand on a une sécheresse, parce que je pense que la question doit être sous-jacente, et le cas particulier du retrait-gonflement des argiles, a priori, on devrait normalement être dans la même logique. C'est-à-dire qu'a priori, on a un événement qui déclenche la reconnaissance CatNat, on a une réparation. Il n'est pas choquant qu'en fonction du type de réparation, pour un deuxième événement sécheresse qui a lieu ensuite et qui est également reconnu CatNat, il peut y avoir de nouveau des dommages. Est-ce que c'est un sinistre de deuxième génération ou est-ce que c'est un deuxième sinistre lié à un deuxième événement reconnu CatNat? Je pose la question. Voilà, donc je dirais globalement, il y a assez bizarrement, peut-être probablement du fait du type de réparation et de l'engagement décennal, entre guillemets, de la première réparation, à considérer que la survenance d'un deuxième sinistre pour un deuxième événement est de nature décennale, alors qu'en réalité, ça peut être également, je dirais, la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle pour un deuxième événement. Donc le split entre les deux est subtil, et je dirais que je ne sais pas forcément conclure directement. Après, pour répondre à encore compléter la question, effectivement, il y a des solutions de réparation qui, normalement, sont considérées comme durables. Je pense notamment à certains types de reprises en sous-œuvre de pavillons, par exemple. Et quand on regarde dans la sinistralité, alors celle que l'on a au niveau de la mission risque naturel, on s'aperçoit qu'on a un taux de sinistralité de deuxième sinistre sur un bâtiment réparé lourdement qui n'est pas du tout négligeable. Donc on a probablement de l'ordre de 10% des sinistres de reprise en sous-œuvre qui eux-mêmes font l'objet de nouveaux sinistres en cas de phénomènes naturels. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement Qu'on en tire comme enseignement, c'est que la solution de réparation de reprise en sous-œuvre qui normalement était le marteau-pilon pour écraser la mouche, je dirais, n'a pas bien écrasé la mouche. Donc, et donc la mouche est encore vivante. Non, ce que je veux dire par là, c'est que éventuellement, on a également dans les travaux de reprise en sous-œuvre, en particulier, des phénomènes éventuellement qui peuvent être générés par la présence de végétation qu'on n'a pas forcément éliminée, par exemple, parce qu'on faisait justement des reprises en sous-œuvre et qui vont venir, je dirais, tirer, par exemple, du fait de la déshydratation qui se poursuit dans l'environnement de la maison, vont en réalité provoquer des dommages de deuxième génération sur des reprises en sous-œuvre qui ont coûté le prix de la maison, en gros, hein, quand même. Donc je dirais globalement, il y a une véritable expertise à observer la sinistralité et à ne pas aller trop vite en disant avec les solutions définitives, parce qu'il y en a des solutions entre guillemets définitives qui ne le sont pas forcément tant que ça. Oui, mais c'est vrai que sur ces situations-là, l'assureur n'a pas à prendre en charge les travaux périphériques dans le cadre de la garantie CatNat, alors qu'effectivement, il y aurait peut-être une réflexion à mener sur l'évolution du régime ou éventuellement contractuellement par l'assureur. C'est une piste. Et paradoxalement, le fonds Barnier, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est un prélèvement de 1,2%, de 12% sur les 12% de la surprime CatNat, le fonds Barnier ne prévoit pas de prise en charge de mesures de prévention en matière de RGA. Bon, je dirais qu'on pourrait éventuellement s'interroger sur le fait qu'il en prenne un certain nombre. Voilà. Il y a quand même des solutions, je vous rejoins Michel, des avis d'experts qui pourraient être extrêmement utiles d'une manière très pratique pour avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Oui, monsieur. Non, pas prendre. Je vais prendre le micro derrière. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Oui, Alba Bacville, MMA Covea. C'était justement pour continuer sur ce que venait de dire Eric par rapport aux solutions de reprise en sous-œuvre. Et effectivement, je serais tenté de dire que le temps nous permet de nous adapter. Hein. Tu parlais de reprise en sous-œuvre. On a eu, je pense, les uns les autres, des exemples avec des micropieux, et où le micropieux avait été utilisé pour résister à un type d'effort hein, par rapport à des phénomènes de retrait d'argile. Ça avait été installé, et puis 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on n'a pas eu un phénomène de retrait, mais un phénomène de gonflement des argiles, donc des micropieux qui ont travaillé en sens inverse et qui ne sont pas prévus justement pour pouvoir travailler dans cette configuration. Et là, on avait carrément le micropieux qui a traversé la dalle du rez-de-chaussée, et où il fallait adapter une nouvelle solution pour justement essayer de
de faire réparation. Et c'est vrai, des fois on a tendance à sortir les chars d'assaut pour réparer des maisons. Et je pense, même s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette, mais il peut y avoir des exemples pratiques qui permettent justement, tu parlais par exemple d'abattage de végétaux, de création de trottoirs périphériques pour limiter les phénomènes d'évapotranspiration. Et tous ces exemples-là permettent justement de traiter, dans certains cas, des sinistres avec des solutions moindres, au moindre coût. Au moindre coût et plus efficace. Il y a des outils à disposition, donc Christelle Ebner, hein, c'est ça, parce que c'est ce partage dont vous parlez qui peut-être manque ou manque pas, je ne sais pas. Non, mais effectivement, nous, on a des dispositifs qui remontent la sinistralité et dans le but, effectivement, de faire de la prévention. Après, c'est pas parfait, ça ne va pas aussi vite que l'on veut, mais voilà, c'est en cours. Et il y a aussi des essais expérimentaux, je croyais que vous alliez en parler, sur la réhydratation des sols. Oui, dans les innovations. Oui, j'avais prévu une vidéo, une image. Donc, pour éviter ces problèmes de micropieux, une des solutions qui ont été envisagées, donc c'est une expérience qui est menée depuis 2016 par le CEREMA, c'est d'hydrater les sols et de maintenir sous la maison un degré hygrométrique constant sur l'année. Et donc, dans l'exemple qui est fait par le CEREMA, qui est, pour l'instant, c'est pas automatisé, mais on a mis 4 mètres cubes d'eau par an. Donc vous voyez que la quantité d'eau est quand même tout à fait raisonnable, parce que si c'est 1 mètre cube à 1 euro ou même 5 euros, vous voyez, c'est rien du tout. Et ça remplacerait le fait de faire des micropieux, donc la solution char d'assaut, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a d'autres expériences qui sont menées en mettant donc une membrane à la périphérie de la maison pour justement isoler la maison et essayer de garder une hygrométrie constante à la périphérie de la maison. Mais ça pose des problèmes de tout ce qui est réseau électrique et réseau d'évacuation qui traverse. Et ensuite, il y a d'autres solutions qui sont des injections de résine dans les maisons. Mais les injections de résine, donc, elles peuvent, pour la dessiccation, ça marche assez bien. Par contre, vous imaginez que si vous rajoutez de l'eau quand même dans les argiles, la problématique gonflement n'est pas forcément réglée. Mais pour aller au bout de ça, la meilleure chose, on en parlait avec Eric Petit au téléphone hier ou avant-hier, c'est de dire construisons des maisons correctement, on fait un vide sanitaire. On fait un vide sanitaire pour s'affranchir des problèmes de gonflement et on ancre les fondations. On fait une maison qui est bien chaînée et on fait un ancrage de fondation en dessous de la limite de dessiccation. Écrivez un livre tous les deux. Moi, je vous propose ce serait peut-être une bonne conclusion là. Yann, je vous invite à nous rejoindre. D'abord, je voudrais qu'on applaudisse très fort nos invités. Michel, nous avions donné comme objectif d'apprendre et grandir un peu dans cette journée. Est-ce que vous avez appris et grandi dans cette journée? Non, j'ai appris plein de choses. Je me nourris auprès de vous. Moi, je suis le spécialiste de tout et de rien à la fois. Mais la phrase de conclusion que je vais dire, elle est provocatrice, mais me semble dictée par le bon sens. Il y a parmi vous, je ne connais pas tous, vous êtes des experts, et puis il y a les assureurs. Donc maintenant, c'est là que je dis, sachant le panorama que je vous ai dressé, vous verrez là, ce qui va se passer à Glasgow, et ce que dit le GIEC, le rapport de l'ONU, on vous dit qu'on en a encore pour 10 ans. Il y a 10 ans, là, c'est fini, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire qu'on va vers des phénomènes climatiques, changement de climat, on va voir le climat de Séville, donc nos villes ne sont pas adaptées, notre mode de vie, etc. La végétation aussi change terriblement. Vous avez vu à quelle vitesse aussi les migrations de poissons qui sont très sensibles à la température de l'eau changent. Les pêcheurs vous le disent, ils trouvent de nouvelles espèces. C'est ça qui c'est la vitesse. Mais provocatrice, c'est l'objet de ça fera le prochain débat l'année prochaine, jusqu'où vous, les assureurs, vous allez pouvoir tenir. Parce que ce genre de phénomène va continuer, vous allez avoir des grosses catastrophes, des méga catastrophes, il va falloir payer. Donc ma question provocatrice, mais vous n'avez pas la réponse, mais vous devez vous interroger, jusqu'où allez-vous tenir et payer la note? Parce que la note va augmenter. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup. Un grand bravo à vous. L'énorme avantage quand ce n'est pas moi qui anime, c'est qu'on termine à peu près à l'heure, donc nous allons avoir largement le temps de profiter du cocktail qui nous attend.
juste un mot. Si nous cherchions du sens à notre métier, à notre quotidien, que ce soit le métier d'expert, bien sûr, mais aussi d'assureur, d'avocat, ou l'ensemble de cet écosystème autour de l'assureur, l'entreprise de réparation, la QCE, si nous cherchions du sens, et si les jeunes générations cherchaient du sens, il nous semble que, à la lumière des débats de cet après-midi, être assureur, être expert, c'est un métier que l'on peut exercer avec énormément de fierté. Et ça, c'est peut-être le message très optimiste. Nous avons notre responsabilité, la Fédération des sociétés d'expertise, la Fédération de l'assurance est aujourd'hui sur le sujet de la gestion des événements de grande ampleur. Donc je vous donne bien rendez-vous l'année prochaine, parce que nous reviendrons sur ce thème-là, et alors on aura, à mon avis, la réforme de la CatNat qui sera claire, désormais. Pour sa 40e année, on aura 50e année, la mise en place 1982, hein, donc 40e année. On pourra mettre un gâteau pour cela. Hein. Et puis, entre-temps, la Fédération d'assurance et la Fédération des sociétés d'expertise probablement auront imaginé des solutions. De notre côté, nous nous engageons aussi à travailler le sujet avec nos experts et puis tout notre écosystème pour, encore une fois, être force de proposition pour l'amélioration de ces solutions-là. Ce qui est certain, c'est que dans ce type de situation auquel nous sommes confrontés, le risque climatique avec le sinistre derrière, c'est une formidable chaîne humaine qui se met en place, qui va, avec l'assuré, eh ben, ça démarre par le gestionnaire, peut-être sa déclaration via le smartphone, mais derrière on a toute cette chaîne humaine, hein, jusqu'à l'entreprise, l'expert, et puis ça se termine par une indemnité. Mais voilà qui donne énormément de sens à notre job, et Dieu sait si notre monde manque parfois de sens. Très, très, très belle fin d'après-midi. Rendez-vous autour du bar, et puis nous vous disons d'ores et déjà à l'année prochaine, où nous avons hâte de vous retrouver. Nous sommes déjà enthousiastes dans la préparation de ce qui vous attend l'année prochaine. Un grand merci.